Chapitre 7. Question de loyauté. Comme par hasard, le premier cours de la journée fut l'entraînement basique de vol sur balai. Le professeur, Ridcully, était un sorcier gigantesque. Il portait une cape de sport brun clair et une tenue officielle de Quidditch qui exhibait des avant-bras et des mollets musclés. « Bonjour les nouveaux !» beugla-t-il avec entrain. James devina que Ridcully devait être du genre à se lever de bon pied le matin. Bienvenue dans ce cours de découverte et d'entraînement basique. La plupart d'entre vous me connaissent déjà. Je pense que vous m'avez vu jouer dans de nombreux matchs de Quidditch. Rencontres, tournois. Nous allons passer l'année ensemble à vous familiariser avec les notions fondamentales nécessaires pour bien voler. Je crois fermement à une approche pratique. Aussi, nous allons commencer directement par la manipulation du balai et les principales commandes pour le contrôler. Que chacun d'entre vous choisisse un balai, s'il vous plaît. James appréhendait énormément de recommencer à voler. Mais, au fur et à mesure que le cours progressait, il comprit que, avec des consignes précises, il était capable de diriger son balai, de s'envoler et même de contrôler son altitude et sa vitesse. Il réalisa qu'il y avait des variations subtiles dans la façon dont le balai réagissait, en fonction de l'inclinaison du corps. Si le balai était simplement en suspension, se pencher en avant le faisait avancer, se redresser arrêter. Mais une fois que le balai prenait de la vitesse, les mêmes mouvements provoquaient également une ascension ou une descente. Plus vite allait le balai, plus la posture de James contrôlait l'altitude plutôt que la vitesse. Donc, découvrir le bon équilibre entre une vitesse adéquate et une altitude adéquate dépendait de la vitesse du balai en cet instant précis. James sentit que, l'autre jour, la panique lui avait fait perdre le peu de contrôle qu'il avait eu. Il fut rassuré de pouvoir s'expliquer son spectaculaire échec durant les essais. Malheureusement, sa joie fut vite tempérée. En regardant Zane, il ressentit une jalousie qu'il fut incapable de maîtriser. L'Américain, presque sans y penser, fit sur son balai plusieurs figures et des loopings. « Monsieur Walker, veuillez cesser de faire le pitre !» cria Ridcully d'une voix tonnante. À sa grande honte, James savoura cette intervention. « Gardez vos acrobaties pour le match de ce soir !» Quant à Ralph, il était tout crispé en faisant de son mieux pour rester en équilibre sur son balai. Il avait réussi à s'élever d'1 mètre, mais de toute évidence, il était coincé. « Comment je fais pour rouler comme lui ?» demanda-t-il en regardant Zane. « À mon avis, » dit James en secouant la tête, « tu devrais éviter de prendre ce genre de risque. » La suite de la matinée fut bien moins intéressante. James eut un cours de sortilège élémentaire, suivi d'une initiation aux runes anciennes. Au déjeuner, il put enfin raconter à Ralph et à Zane ce qui s'était passé la nuit précédente. Il leur décrit de son mieux le Chronolux, puis la conversation au dîner, y compris les pouvoirs vaudous de Madame Delacroix. Ensuite, il leur rapporta l'entrevue qu'il avait surprise entre son père et le professeur, et termina par ses propres déductions sur la façon dont l'histoire d'Austramadux, concernant le retour de Merlin, correspondait au complot évoqué. Quand il se tut, il regarda ses 2 amis, et attendit leurs commentaires. « Alors, » dit Zane les yeux étrécis, « si je comprends bien, ton père possède une cape qui peut rendre n'importe qui invisible en la portant ?» James poussa un gémissement exaspéré. « Oui, mais enfin, ce n'est vraiment pas le plus important. »« Parle pour toi, c'est incroyable, bien mieux que des rayons X. Pense à tout ce qu'un mec pourrait faire avec une cape d'invisibilité. Est-ce que ça craint la vapeur d'eau ?» James leva les yeux au ciel. « Je n'en sais rien. Je ne pense pas que le sorcier qui a consacré sa vie à créer cette cape d'invisibilité l'ait fait pour se glisser en douce dans la salle de bain des filles. »« Donc, tu n'as pas vérifié ?» marmonna Zane sans se démonter. Ralph continuait à manger calmement tout en réfléchissant. « Alors, dit-il enfin, Franklin a dit à ton père que de nombreux sorciers aux États-Unis partageaient les idées du mouvement du progrès et qu'il voulait aussi l'égalité entre les moldus et les sorciers ? » « Oui, acquiesça James, mais ils mentent, c'est évident. Depuis quand les Serpentards font-ils quelque chose en faveur des moldus ? Si les familles pur sang de Serpentards ont toujours réclamé la fin du secret, c'est juste pour pouvoir dominer le monde moldu. Ils se croient supérieurs aux moldus, pas égaux. » Ralph parut légèrement troublé. « Tu sais, je n'en suis pas certain. Tu as vu les élèves assemblés l'autre jour dans la cour ? Il n'y avait pas que des Serpentards. Tu l'as remarqué, non ? » « Non. »
James n'avait pas fait attention. « On s'en fiche, répondit-il. Ce sont quand même les Serpentards qui ont tout déclenché, avec leur badge et leur slogan du mouvement du progrès. Tu l'as dit toi-même, Ralph, c'est Tabitha Corsica qui a distribué les badges à tous les Serpentards. C'est elle qui a tout manigancé. » « Je ne crois pas qu'elle soit ce que tu dis, » protesta Ralph. « Et ton histoire de ramener Merlin d'entre les morts n'a rien à voir avec elle. Tabitha pense simplement que ce serait plus juste, à tout point de vue, que les Moldus et les sorciers aient les mêmes droits. Elle n'a pas du tout l'intention de faire la guerre ou de créer des problèmes. Et puis, en y réfléchissant, ça me paraît logique. Je ne trouve pas normal qu'on interdise aux sorciers de travailler dans le monde moldu, de participer aux jeux et aux compétitions. Pourquoi nous mettre à l'écart ? Tu parles vraiment comme eux, s'écria James en colère. Tu trouves, aboya Ralph, dont le visage s'était empourpré. Eh bien, c'est normal. Je suis l'un d'entre eux, au cas où tu l'aurais oublié. Et je n'apprécie pas ta façon de parler de ma maison. Les choses ont beaucoup changé depuis l'époque de ton père. Et si tu t'intéresses tellement à la vérité et à l'histoire, tu devrais au moins accepter un débat ouvert sur le sujet. Je crois que Tabitha a raison et que tu es de mauvaise foi. James retomba sur son siège bouche bée. Ralph baissa les yeux et continua. Tabitha veut que je participe au premier débat du club à l'école, dans l'équipe A. Je présume que tu connais le thème de la rencontre. Il s'agit de réévaluation de ce qui s'est passé, vérité ou conspiration. Et toi, tu vas être dans son équipe ? S'exclama James incrédule. Tu vas prétendre que mon père et ses amis ont inventé toute l'histoire de Voldemort pour faire peur aux gens et pouvoir garder le secret sur le monde sorcier ? Ralph parut gêné. Non, personne ne croit que ton père a tout inventé. Mais... Il s'arrêta sans savoir comment terminer sa phrase. Génial, s'écria James en levant les mains au ciel. Tes arguments sont si convaincants qu'ils me laissent sans voix. Avec toi, Tabitha aura un partenaire de choc, pas à dire. Mais peut-être que ton père n'était pas du bon côté, rétorqua Ralph d'une voix forte. Bien sûr, toi, tu n'y as jamais pensé. Il y a eu des morts, et c'est normal en temps de guerre. Mais pourquoi les morts sont-ils considérés différemment en fonction du camp dans lequel on se trouve ? Si ton père tue Voldemort, c'est un triomphe. Mais si Voldemort tue quelqu'un, c'est une atrocité. Tu vois, ce sont les gagnants qui écrivent les livres d'histoire. Du coup, la vérité qui se transmet n'est pas forcément objective. Comment sais-tu ce qui s'est réellement passé ? Tu n'étais même pas né. James jeta sa fourchette sur la table. « Je connais mon père !» hurla-t-il. « Il n'a jamais tué personne. Il était du bon côté parce que c'est un homme bon. Voldemort était un monstre sanguinaire. Il ne rêvait que du pouvoir et tuait tous ceux qu'il gênait, même ses propres amis. Et tu devrais t'en souvenir si tu tiens tellement à prendre le parti de ceux qui pensent comme lui. » Ralph étudia James en silence, puis il déglutit péniblement. Dans un recoin de son cerveau, James était conscient de réagir trop violemment. Après tout, Ralph était né chez les Moldus. Il ne connaissait de Harry Potter et de Voldemort que ce qu'il avait lu d'eux, 15 jours plus tôt, dans un livre d'histoire. En plus, Ralph vivait chez les Serpentards, qui ne cessaient de lui marteler des mensonges. Et il cherchait désespérément à s'adapter parmi eux. Malgré tout, James était enragé au point de vouloir le frapper, peut-être parce qu'il lui était impossible de frapper les autres Serpentards, responsables des mensonges vicieux visant son père. James fut le premier à détourner les yeux. Il entendit Ralph ramasser ses livres et les ranger dans son sac à dos. « Les mecs, » intervint Zane, « je voulais vous proposer de venir ce soir après le match boire une bière au beurre avec les Gremlins. Mais je suppose que c'est non ?» Aucun des deux autres ne lui répondit. Peu après, Ralph s'en alla. « Tu n'as pas été très sympa avec lui, » remarqua Zane d'une voix calme. « Moi » s'écria James. « Avant que tu m'expliques ta position, » coupa Zane en levant la main d'un geste conciliant, « laisse-moi te dire que tu as raison. Bien sûr, tout ça, c'est des foutaises. Mais il s'agit de Ralph, il essaye juste de s'adapter. Tu dois le comprendre. » « Non, » dit James sèchement. « Je ne peux pas le comprendre, pas quand s'adapter signifie raconter des mensonges sur mon père. »« Il ne sait pas que ce sont des mensonges, » expliqua Zane. « C'est la première fois qu'il entend cette histoire. Il aimerait te croire, mais il aimerait aussi se sentir à l'aise dans sa maison. Dommage pour lui, il a été envoyé chez une bande d'abrutis complètement siphonnés, à qui la folie des grandeurs est montée à la tête. » En entendant ça, James se radoucit un peu.
Il savait que Zane avait raison, mais il n'arrivait pas à regretter de s'être emporté contre Ralph. « Et toi alors ? Toi aussi tu entends cette histoire pour la première fois. Pourquoi n'es-tu pas encore affilié au mouvement du progrès pour demander une bannière ?»« Parce que tu as de la chance. » Zane jeta un bras autour du cou de James. « Que j'ai été envoyé chez les Serres d'Aigle, et je te garantis que là-bas, tous détestent le vieux Voldy autant que les Gryffondor. En plus, il prit un air énamouré. Je trouve Petra Morgenstern bien plus chouette que Tabitha Corsica. » James grogna et repoussa Zane d'un coup de coude. Les deux garçons se rendirent ensuite dans la bibliothèque pour travailler. C'était Knossus Schert, le professeur de runes anciennes, qui surveillait l'étude ce jour-là. Assis derrière le grand bureau, sur l'estrade, avec ses lunettes épaisses, ses longs membres et sa robe verte, il ressemblait tout à fait à une menthe religieuse. Zane recopiait des théorèmes d'arithmancie sur lesquels il travaillait. James ne souhaitait pas le déranger, mais il n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Aussi, il sortit de son sac l'exemplaire de la Gazette du Sorcier qu'il avait embarqué au petit déjeuner. À nouveau, les lèvres serrées de dégoût, il lut les grands titres. En bas de la page principale, James fut furieux de voir une photo de Tabitha Corsica. Elle arborait son expression habituelle, aimable, raisonnable et polie. Un des préfets de Poudlard propose un débat sur le mouvement du progrès, annonçait le titre sous la photo. Tout en sachant qu'il ne devait pas lire cet article, James ne put s'empêcher de le parcourir des yeux. Bien entendu, ma maison ne cherche pas à troubler la bonne entente de l'école, mais nous devons respecter le désir des élèves de toutes les maisons et leur droit d'exprimer leurs inquiétudes, a expliqué Miss Corsica. Il est évident qu'elle regrette la violence de la manifestation du jour, mais reconnaît cependant la validité des motivations de ses amis. Malgré la réticence de notre directrice, qui semble peu pressée de mettre en place le calendrier des débats, je suis confiante que nous obtiendrons le droit de nous exprimer, à cœur ouvert, sur les pratiques quelque peu abusives des aurores du ministère. Miss Corsica est une élève de 5e année à Serpentard, également le capitaine de l'équipe de Quidditch de sa maison. J'ai acheté mon balai chez un artisan moldu, explique-t-elle d'une voix posée. Bien entendu, il n'était pas conscient des propriétés magiques du bois qu'il avait façonné. Je l'ai enregistré à l'école comme un objet moldu. Mais je trouve que tester le travail de nos amis moldus est une expérience juste et utile. Il se trouve que mon balai est l'un des plus rapides de l'école, ajoute-t-elle en se mordant modestement les lèvres. Voyez-vous, il faut reconnaître aux moldus la qualité de leur travail, et non en accorder tout le mérite aux sortilèges qui ont ensuite amélioré l'aérodynamisme de mon balai. Furieux, James agita bruyamment les pages de son journal avant de le claquer sur la table. Le professeur Schert le regarda d'un air sévère et lui fit signe de se taire. James resta longtemps, les yeux fixés sur le journal, sans même le voir. Il n'arrivait pas à croire qu'on puisse gober de telles inepties. Tabitha Corsica et son prétendu balai moldu n'étaient que la cerise sur le gâteau, et elle le savait. Quand James l'avait croisée dans la cour, Tabitha était interviewée par Rita Skeeter. Il revoyait encore l'avidité sournoise du visage de la journaliste, tandis que sa plume à papote dansait sur le parchemin. « Cette stupide femme a été manipulée », pensa James. Mais Rita Skeeter était fidèle à sa nature et à son lectorat. James se souvenait des histoires concernant la première rencontre de son père et de Rita au cours du tournoi des 3 sorciers. Tante Hermione avait piégé la journaliste en découvrant un secret à son sujet, comme quoi Rita était un animagus non déclaré. Elle pouvait prendre la forme d'un scarabée et espionner sans se faire voir. Tante Hermione avait réussi à capturer la sorcière sous sa forme d'animagus, l'empêchant ainsi de nuire, du moins durant un moment, et de répondre ses mensonges contre Harry Potter dans la Gazette du Sorcier. Or, le matin même, ce même Harry Potter avait annoncé à James que la vérité avait d'autres combats, et que discuter avec des gens comme Rita Skeeter ne servait à rien. Écœuré, James secoua la tête. Il préférait nettement les méthodes de Tante Hermione à celles que son père utilisait à présent. Tout en ruminant sa colère frustrée, James jeta un coup d'œil machinal sur le journal plié devant lui. Un titre sur la dernière page attira son attention. Il se pencha en avant, le front plissé. L'effraction au ministère reste inexpliquée. Londres. La semaine dernière, une effraction a été commise au ministère de la Magie et les enquêteurs n'ont pu obtenir le moindre indice,
ni sur ce que cherchaient les voleurs, ni sur les complicités internes qu'ils avaient obtenues. Comme nous l'avons déjà rapporté dans ces pages, 3 individus au passé chargé ont été arrêtés lundi matin, 31 août, après avoir vandalisé une section du ministère. Les 3 voleurs, 2 sorciers et un gobelin, ont été découverts au cours d'une ronde de routine quelques heures après leur tentative. Les 3 malfaiteurs étaient inconscients et soumis au sortilège de Blocklang, ce qui les rendait incapables de répondre aux questions. Ils sont actuellement à l'hôpital Sainte-Mangouste des maladies magiques, sous bonne garde. Au ministère, le bureau d'échange et des devises, le département de la coopération magique et le département des mystères, qui se trouvent tous 3 aux alentours de l'endroit où ont été retrouvés les voleurs, indiquent que rien ne leur a été dérobé. De ce fait, les charges qui pèsent sur les 3 malfaiteurs sont uniquement le vandalisme et l'effraction. Leur tentative, bien que curieuse, n'a pas été jugée de grande importance, jusqu'à ce que les médecins de Sainte-Mangouste découvrent qu'aucun de leurs contre-sortilèges n'avait le moindre effet sur le Blocklang auquel les 3 voleurs ont été soumis. Il s'agit d'un sortilège particulièrement puissant, qui, de toute évidence, a été renforcé par de la magie noire, indique le docteur Horatio Flack, chef du département de contre-sortilèges de l'hôpital Sainte-Mangouste. Si nous sommes incapables de le briser, j'ai bien peur que ce sort devienne permanent. L'un des malfaiteurs, identifié par notre journaliste comme le gobelin Ficlic Bistel, a brièvement répondu au contre-sortilège au cours du week-end. Il a émis quelques grognements, qui ne peuvent être qualifiés de véritables mots, a admis l'une des infirmières en réclamant l'anonymat. À l'aube ce matin, M. Bistel a été retrouvé mort dans son lit, victime apparemment d'une erreur médicale. Bien entendu, ceci n'a fait que ranimer les hypothèses concernant l'effraction, sur laquelle travaillent de plus belle les enquêteurs. Corinna Green, qui dirige l'enquête, a tenu une conférence de presse et dit « Nous recherchons tout particulièrement par quels moyens ces 3 individus ont pu pénétrer dans les bureaux du ministère. Il s'agissait de petits escrocs sans envergure qui n'avaient jamais tenté un coup pareil. Nous ne pouvons exclure une complicité interne du ministère. La mort de M. Bistel est bien évidemment suspecte, mais elle semble accidentelle. Il est cependant heureux que les malfaiteurs aient échoué et que rien n'ait disparu. »« Allez !» chuchota Zane, ce qui fit sursauter James, plongé dans sa lecture. « Je file pour avoir le temps de m'échauffer un peu sur mon balai. Tu viens avec moi pour me porter chance ? À mon avis, je vais en avoir besoin. » Ravalant sa jalousie, James décida de suivre son copain. D'ailleurs, lui-même pourrait aussi s'entraîner sur son balai. À nouveau, il replia son journal et le remit dans son sac à dos. « J'aimerais bien savoir comment tu peux t'arrêter aussi sec comme tu l'as fait ce matin durant le cours d'initiation, dit-il tandis que les 2 garçons remontaient les escaliers pour aller se changer. J'aimerais aussi apprendre à faire des loopings. Tu me montreras ? Bien sûr, mec, répondit Zane avec entrain. Mais garde-le pour toi. Je préfère que Ralph n'essaye pas. Du moins, pas avant qu'il soit un peu plus détendu sur un balai. En entendant le nom de son copain, James se sentit mal à l'aise, puis il se secoua. Quelques minutes plus tard, les 2 garçons en jean et en t-shirt couraient joyeusement dans la lumière ensoleillée vers le terrain de Quidditch. James passa le reste de l'après-midi sur le terrain avec Zane, d'abord à faire des exercices d'entraînement, puis à regarder les équipes Serdaigle et Gryffondor se rassembler et faire quelques passes. Ensuite, Zane suivit son équipe pour une dernière réunion avant le dîner. Aussi, James accompagna les Gryffondor, remontant avec eux dans la salle commune, puis les attendit tandis qu'ils se changeaient et redescendaient pour manger. Avant le premier match de la saison, il y avait toujours une sorte d'excitation générale. La grande salle était joyeuse et bruyante. Les moqueries amicales volaient d'une table à l'autre, entrecoupées de cris ou de slogans en faveur de l'une des 2 maisons en compétition. Au moment du dessert, Noah, Ted, Petra et Sabrina, arborant fièrement la tenue sportive de Gryffondor, s'alignèrent en se tenant les coudes devant leur table, comme s'ils s'apprêtaient à pousser la chansonnette. Ensemble, dans une danse irlandaise, ils tapèrent du pied sur le sol dallé, attirant ainsi l'attention de tous les élèves, puis se lancèrent dans une chorégraphie bouillante mais enthousiaste sur des paroles que Damien avait écrites pour eux un peu plus tôt. Les dernières paroles de la chanson disparurent dans un rugissement général. Rires et applaudissements du côté des Gryffondor, huées et protestations chez les Serdaigle. Les 4 Gremlins saluèrent avec un grand sourire, de toute évidence enchantés d'eux-mêmes. Puis, ils rejoignirent les autres, et tous ensemble, les joueurs se précipitèrent sur le terrain pour se préparer.
James savait que les matchs les plus courus au Quidditch étaient le premier et le dernier de la saison. À la fin de l'année, quand se décidait le vainqueur de la coupe de Quidditch parmi les 4 maisons, tout le monde connaissait bien les équipes et les différents joueurs et choisissait son champion parmi les 2 concurrents en lice. Mais en début d'année, chacun ne soutenait que sa propre maison. Les gradins étaient combles et de nombreux professeurs assistaient aussi au match. Les maisons étaient séparées en différents gradins, chaque élève agitant drapeau et bannière à ses couleurs. Quand James entra sur le terrain, il fut heureux de voir et d'entendre la foule déchaînée. Tout en prenant leur siège, les élèves hurlaient et se lançaient des plaisanteries les uns aux autres. En général, les professeurs choisissaient les bancs supérieurs, qui correspondaient à leur maison. Quand James grimpa les marches dans la section de Gryffondor, il vit son père, assis dans la tribune officielle, flanqué à sa droite par les officiels du ministère et à sa gauche par la délégation américaine. Quand Harry aperçut James, il agita la main dans sa direction avec un grand sourire. Dès que James s'approcha de lui, Harry obligea tous les autres à se décaler sur le banc pour faire de la place à son fils. James prit place en marmonnant quelques excuses, mais plutôt amusé de constater que Miss Saccharine avait pour une fois oublié son sourire factice. Furieuse d'avoir été écartée, elle grinçait des dents. « Comme je vous l'ai expliqué, » disait le professeur Franklin à Harry, « oui, nous avons aussi des équipes de Quidditch aux États-Unis. » Le vieux professeur devait hausser le ton pour se faire entendre au milieu du tumulte de la foule. « Mais pour une raison étrange, ce jeu n'est pas aussi populaire chez nous que le saut de buisson, le trou du serpent ou le vir en vol. D'après ce que j'ai entendu dire, notre équipe de Coupe du Monde n'est pas mauvaise. J'avoue, rester sceptique. » James étudia les Américains, curieux de voir ceux qui s'étaient déplacés et de savoir ce qu'ils allaient penser du match. Madame Delacroix était assise au bout du banc, le visage figé et les mains serrées sur les genoux. James grimaça, trouvant que ses doigts et ses mains noueuses ressemblaient à une balle de jointure brune et déformée. Le professeur Jackson regarda James et le salua d'un signe de tête. James remarqua, posé entre ses pieds, le sac de cuir dont le professeur ne se séparait jamais, cette fois bien fermé, sur son étrange contenu. Le professeur Franklin portait probablement sa tenue officielle, une robe noire avec un haut col blanc et une lavalière en dentelle. Ses lunettes carrées renvoyèrent les rayons du soleil tandis qu'il souriait aimablement autour de lui en examinant les gradins. « Où est Ralph ?» demanda Harry à James. « Je pensais le voir avec toi ce soir. » James haussa les épaules sans croiser le regard de son père. « Ah, je crois que ça commence !» annonça Franklin en se redressant pour mieux voir.